Et si ton corps savait avant toi que tu ne veux plus aimer? Cette question me hante depuis que j'ai observé ce phénomène étrange chez tant de femmes autour de moi. Des femmes brillantes, accomplies, désirables, qui soudain ne désirent plus. Pas qu'elles soient malheureuses ou blessées. Non, c'est plus subtil, plus profond. C'est comme si leur désir s'était éteint de l'intérieur, doucement, sans faire de bruit. Je l'ai d'abord remarqué chez Sophie, 38 ans, directrice créative dans une agence parisienne. Un soir, autour d'un verre de vin nature dans le 11e, elle m'a confié « Tu sais, je n'arrive plus à ressentir cette étincelle, même quand je rencontre quelqu'un d'intéressant. Mon corps reste froid, c'est comme si j'étais devenu imperméable au désir. Ce n'est pas de la frigidité, c'est autre chose, une forme de retrait volontaire du corps, une mise en veille du désir. Les dernières observations sociologiques de 2025 parlent d'un phénomène massif. 67% des femmes entre 30 et 45 ans déclarent ressentir une fatigue du désir relationnel. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette génération? Jung parlait déjà de ce qu'il appelait l'ombre du féminin, cette partie de nous qui se retire quand l'âme n'est plus nourrie. Selon lui, le désir féminin n'est pas qu'une pulsion biologique. C'est une force créatrice qui demande un terreau fertile pour s'épanouir. Quand ce terreau s'appauvrit, le désir se retire, comme une plante qui économise son énergie en période de sécheresse. Et quelle sécheresse nous traversons? Les applications de rencontres ont transformé l'amour en marché, les relations en transactions. On swipe des visages comme on fait défiler un catalogue. L'authenticité s'est perdue dans l'algorithme. Le mystère s'est dissous dans la surexposition. Comment le désir pourrait-il survivre dans ce désert émotionnel? Les psychanalystes contemporains observent que cette sécheresse affective n'est pas un dysfonctionnement, mais une forme de résistance. Le corps féminin, dans sa sagesse ancestrale, refuse de participer à cette mascarade. Il se protège en éteignant le désir plutôt que de le prostituer dans des relations vides de sens. Cette extinction n'est pas silencieuse. Elle parle. Elle hurle même, pour qui sait écouter. Elle dit « Je ne veux plus de miettes. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus m'adapter à des hommes qui ne savent plus voir le sacré en moi. » Car voilà le cœur du problème. Nous avons désacralisé l'amour. Nous l'avons rendu pratique, efficace, optimisé. Mais le désir féminin ne fonctionne pas comme une application. Il a besoin de mystère, de profondeur, de connexion spirituelle. Il a besoin qu'on le courtise avec patience, qu'on le révère, qu'on comprenne sa nature cyclique et sauvage. Cette première partie pose les fondations. Nous allons explorer ensemble pourquoi tant de femmes vivent cette extinction du désir et surtout ce qu'elle révèle sur notre époque et sur nous-mêmes. Pourquoi ton âme préfère-t-elle la solitude à un amour médiocre? Marie, 42 ans, vit seule depuis 4 ans dans un appartement lumineux près du canal Saint-Martin. Elle a tout pour plaire, un sourire qui illumine, une carrière épanouie, des amis fidèles. Pourtant, quand on lui demande pourquoi elle reste seule, elle répond simplement « Je préfère mon vide à leur plein qui ne me remplit pas ». Cette phrase résonne avec une vérité troublante. Les femmes d'aujourd'hui choisissent massivement la solitude plutôt que de s'engager dans des relations qui ne les nourrissent pas. Les statistiques de 2025 sont éloquentes. Le nombre de femmes vivant seules par choix a augmenté de 340% en 10 ans. Ce n'est plus subi, c'est choisi. Jung avait anticipé ce phénomène dans ses écrits sur l'individuation. Il expliquait que l'âme féminine, quand elle atteint un certain niveau de maturité, ne peut plus se contenter de relations superficielles. Elle recherche ce qu'il appelait l'union des opposés. Qu'une rencontre qui transforme, qui élève, qui révèle des parties cachées de soi. Mais où sont ces hommes capables de cette profondeur? Les sociologues observent que la masculinité contemporaine traverse sa propre crise, coincée entre des modèles traditionnels obsolètes et une nouvelle sensibilité qu'ils peinent à incarner. Beaucoup d'hommes restent dans une zone grise, ni vraiment virile, ni vraiment sensible. Cette confusion les rend incapables d'offrir la sécurité émotionnelle et la profondeur spirituelle que recherchent les femmes éveillées. Le résultat? Des rencontres qui ressemblent à des entretiens d'embauche, des conversations qui restent en surface, des hommes qui veulent une femme trophée ou une mère nourricière, mais rarement une égale, une complice, une initiée. Face à cette pauvreté relationnelle, l'âme féminine préfère se retirer. Cette solitude choisie n'est pas une défaite, c'est une forme de rébellion silencieuse. Les femmes qui la vivent parlent d'une paix profonde, d'une réconciliation avec elles-mêmes.
Elles redécouvrent leurs propres désirs, leur propre rythme, leur propre sacré. Elles cessent de se contorsionner pour rentrer dans le moule des attentes masculines. Les cercles de femmes qui fleurissent partout en France témoignent de ce besoin de se retrouver entre soi, de partager cette expérience sans jugement. Dans ces espaces, on entend des phrases comme « J'ai arrêté de mendier l'amour. Je ne veux plus éduquer un homme à m'aimer. Correctement, ma solitude est plus riche que leurs promesses vides. » Cette génération de femmes a compris quelque chose de fondamental. Mieux vaut cultiver son jardin intérieur que de le laisser piétiner par n'importe qui. Elles investissent dans leur développement personnel, leurs passions, leurs amitiés. Elles voyagent seules, dînent seules au restaurant sans honte, vont au cinéma en solo avec délice. Jung disait que la solitude est dangereuse seulement pour ceux qui ne savent pas qui ils sont. Ces femmes savent, elles ont fait le travail. Elles ont plongé dans leurs ombres, embrassé leur lumière. Elles ne cherchent plus un homme pour les compléter car elles sont déjà entières. Et c'est précisément cette complétude qui effraie tant d'hommes, habitués à des femmes en demande, en manque, en attente. Ton corps peut-il survivre sans être touché par des mains qui comprennent ton âme? Le manque de contact physique authentique est devenu une épidémie silencieuse. Dans mon cabinet de consultation symbolique, je reçois de plus en plus de femmes qui décrivent la même sensation. J'ai l'impression d'être devenue intouchable, pas par choix, mais par impossibilité de trouver des mains qui sachent vraiment me toucher. Cette confession de Léa, 35 ans, résume un paradoxe moderne. Nous vivons dans une société hypersexualisée où le corps est partout exposé, mais où le toucher sacré a disparu. Les femmes parlent de rapports sexuels techniquement corrects, mais spirituellement vides. Des performances sans présence, des gestes sans intention. Jung avait une vision révolutionnaire du corps féminin. Il le voyait comme un temple où se rencontrent le conscient et l'inconscient, le terrestre et le divin. Selon lui, le toucher authentique n'est pas qu'un acte physique, c'est une forme de communication entre les âmes. Quand cette dimension spirituelle manque, le corps se referme instinctivement. Les études récentes montrent que 73% des femmes déclarent ressentir une anesthésie corporelle progressive dans leurs relations intimes. Ce n'est pas de la frigidité médicale, c'est une forme de protection psychique. Le corps féminin, dans sa sagesse millénaire, refuse de s'ouvrir à des énergies qui ne le reconnaissent pas dans sa totalité. Les témoignages sont bouleversants. « Il me touche comme on touche un objet », dit Claire. Ses mains sont pressées, mécaniques. Il ne sent pas mes frissons, mes résistances, mes élans. C'est comme s'il suivait un tutoriel. À YouTube, cette mécanisation de l'intime reflète notre époque. On a transformé l'art du toucher en technique à maîtriser. Mais le corps féminin ne se laisse pas berner. Il sait faire la différence entre un toucher qui prend et un toucher qui donne, entre des mains qui possèdent et des mains qui révèlent. Quand il ne trouve que des mains prédatrices ou maladroites, il préfère rester dans sa tour d'ivoire. Les sexologues observent un phénomène nouveau. Des femmes qui développent une véritable phobie du contact intime, non par traumatisme, mais par déception répétée. Elles décrivent une sensation de viol énergétique face à des partenaires qui ne savent pas honorer leur temple intérieur. Cette sécheresse tactile a des conséquences profondes. Le toucher est vital pour notre équilibre psychique. Sans lui, nous nous desséchons de l'intérieur. Mais plutôt que d'accepter des substituts dégradés, ces femmes préfèrent explorer d'autres voies. Massage thérapeutique, danse, contact avec la nature. Elles réapprennent à s'auto-toucher avec révérence, à honorer leur propre corps. Jung parlait du mysterium conjunctionis, le mystère de l'union des opposés. Dans le toucher sacré, le masculin et le féminin se rencontrent dans leur essence. Mais cette alchimie demande une présence, une conscience, une intention pure. Sans ces ingrédients, le toucher reste superficiel et le corps féminin le rejette. Les femmes éveillées d'aujourd'hui ne veulent plus de mains qui les effleurent sans les voir. Elles cherchent des mains initiées, des mains qui ont fait leur propre travail intérieur, des mains capables de toucher l'âme à travers la peau. En attendant de les trouver, elles préfèrent la solitude à la profanation. Quand as-tu cessé de croire que l'amour pouvait te sauver? Cette question frappe au cœur d'une mutation profonde. Pendant des millénaires, on a vendu aux femmes l'idée que l'amour était leur destination ultime, leur accomplissement suprême. Les contes de fées se terminaient au mariage. Mais que se passe-t-il quand on réalise que le prince charmant n'existe pas
et que de toute façon, on n'a plus envie d'être sauvé. Camille me l'a dit avec une lucidité tranchante. J'ai 40 ans. J'ai été sauvé par 3 hommes différents. Le premier de ma solitude, le deuxième de mes névroses familiales, le troisième de ma précarité financière. Au final, j'ai réalisé que chaque sauvetage me coûtait un morceau de mon âme. Les psychanalystes contemporains observent ce basculement majeur. Les femmes ne cherchent plus un sauveur, mais un partenaire d'évolution. La différence est fondamentale. Un sauveur maintient l'autre dans la dépendance. Un partenaire d'évolution marche à ses côtés, sans la porter ni la tirer. Jung avait théorisé ce qu'il appelait l'animus positif, cette force masculine intérieure que chaque femme porte en elle. Quand une femme développe son animus, elle n'a plus besoin d'un homme pour la compléter. Elle devient entière. Et c'est précisément cette complétude qui bouleverse les codes relationnels traditionnels. Les statistiques de 2025 révèlent que 81% des femmes considèrent l'autonomie émotionnelle comme plus importante que le statut relationnel. Elles ont cessé de mesurer leur valeur à leur capacité d'être en couple. Cette révolution silencieuse transforme tout. Et toi, ressens-tu cette sécheresse affective dont je parle? As-tu aussi cessé d'attendre qu'on te sauve? Raconte ton histoire dans les commentaires. Ta voix. Conte ton expérience peut éclairer d'autres femmes qui traversent ce désert. Nous ne sommes pas seuls dans cette mutation. Le mythe de l'amour salvateur s'effondre, et c'est une libération. Les femmes découvrent qu'elles peuvent se sauver elles-mêmes. Mieux encore qu'elles n'ont peut-être pas besoin d'être sauvées. Cette prise de conscience est vertigineuse, mais libératrice. Les cercles thérapeutiques féminins témoignent de cette transformation. On y entend des phrases comme « J'ai arrêté d'attendre qu'un homme me répare »,« Je ne suis plus un projet de rénovation pour hommes en quête de sens »,« Mon incomplétude n'est plus une faille, mais une ouverture ». Cette mutation crée un paradoxe fascinant. Plus les femmes deviennent autonomes, plus elles deviennent exigeantes sur la qualité relationnelle. Elles ne veulent plus de relations qui les diminuent, qui les ramènent à des rôles archaïques. Elles cherchent des hommes qui ont fait le même travail intérieur, qui ne projettent plus sur elles leurs manques affectifs. Jung disait « La rencontre de 2 personnalités est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il y a une réaction, les 2 sont transformés. » Les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus de relations qui les laissent intactes. Elles veulent de l'alchimie, de la transformation mutuelle, ou rien. Cette exigence effraie. Elle déstabilise un ordre millénaire où la femme était la muse, la soignante, la salvatrice. Mais c'est aussi une invitation à créer des relations d'un nouveau type, où 2 êtres entiers se rencontrent sans se perdre. Pourquoi la passion te fait-elle plus peur que la solitude? Paradoxe troublant de notre époque, les femmes qui ont le plus travaillé sur elles-mêmes sont aussi celles qui fuient le plus la passion, comme si leur sagesse nouvellement acquise les rendait allergiques aux tempêtes émotionnelles, comme si elles avaient trop à perdre pour risquer de se perdre à nouveau dans un autre. Sarah, thérapeute, corporelle de 39 ans, me l'explique avec une métaphore saisissante. « J'ai mis des années à construire ma maison intérieure. Pourquoi laisserais-je entrer quelqu'un qui pourrait tout saccager avec sa passion dévorante? Je préfère rester sur le seuil, observer, mais ne plus me laisser consumer. Cette méfiance envers la passion n'est pas de la frilosité, c'est le fruit d'une expérience douloureuse, celle d'avoir été consumé, vidé, vampirisé par des passions qui promettaient l'extase mais livraient la destruction. Les femmes de cette génération ont appris à leurs dépens que la passion peut être une drogue, avec ses highs vertigineux et ses descentes infernales. Jung distinguait l'amour véritable de ce qu'il appelait l'inflation psychique, cet état où l'on projette sur l'autre tous nos manques, nos désirs inassouvis, nos parts d'ombre non intégrées. La passion, souvent, n'est que cette projection déguisée en amour cosmique. Les neurosciences confirment la passion amoureuse active les mêmes circuits cérébraux que l'addiction. Dopamine, ocytocine, sérotonine, un cocktail chimique qui nous rend littéralement dépendants. Les femmes qui ont connu cette dépendance et s'en sont sevrées regardent désormais la passion avec la méfiance d'une ancienne junkie face à sa drogue de prédilection. Mais cette prudence cache une blessure plus profonde. Ces femmes ont peur de leur propre intensité. Elles savent qu'en elles sommeille une louve capable de tout dévorer sur son passage. Elles ont appris à la dompter, à la canaliser dans leur travail, leur créativité, leur spiritualité. L'idée de la lâcher à nouveau dans une relation les terrifie. Les témoignages sont éloquents. « J'ai peur de redevenir folle »,
dit Mathilde. La dernière fois que j'ai aimé passionnément, j'ai perdu mon travail, mes amis, ma dignité. J'ai mis 3 ans à me reconstruire. Cette peur n'est pas irrationnelle. Elle est le fruit d'une sagesse chèrement acquise. Jung parlait de l'ombre de l'amour, cette part destructrice qui accompagne toute passion. Selon lui, la maturité consiste non pas à fuir cette ombre, mais à l'intégrer, à danser avec elle, sans se laisser engloutir. Mais combien sont capables de cette danse? Les femmes d'aujourd'hui préfèrent souvent les relations tièdes mais stables aux montagnes russes passionnelles. Elles choisissent des partenaires raisonnables, des amours adultes, des relations conscientes. Tout un vocabulaire qui trahit leur désir de contrôle, leur refus de la perte de soi. Pourtant, quelque chose en elles pleure cette passion perdue. Dans l'intimité de leurs rêves, la louve hurle encore. Dans certains moments de vulnérabilité, elles avouent « Parfois, ma prudence me pèse. J'aimerais retrouver cette capacité à me jeter dans le vide, mais je ne sais plus comment faire sans me perdre. » Cette tension entre le désir de fusion et le besoin d'individuation définit la condition féminine contemporaine. Comment aimer sans se dissoudre? Comment passionner sans se consumer? Ces questions restent sans réponse, et c'est peut-être pour cela que tant de femmes choisissent, temporairement ou définitivement, de rester sur la rive. Et si ton silence était plus puissant que tous les mots d'amour? Dans les cafés parisiens, on les reconnaît à leur regard, ces femmes qui ont choisi le silence plutôt que les déclarations, qui ont cessé d'expliquer, de justifier, de mendier la compréhension. Leur silence n'est pas une défaite, c'est une forme de souveraineté retrouvée. Julie, 43 ans, écrivaine, me raconte « J'ai passé 20 ans à expliquer mes besoins, mes désirs, mes limites, à faire de la pédagogie émotionnelle. Un jour, j'ai compris que mon énergie était trop précieuse pour être gaspillée à éduquer des hommes qui ne veulent assez pas apprendre. Alors j'ai choisi le silence. Ce silence dont parlent les femmes n'est pas mutisme ou bouderie. C'est un retrait stratégique de la parole, là où elle n'est pas honorée. Les psychologues observent ce phénomène croissant. Des femmes qui cessent de communiquer leurs besoins profonds, fatiguées de parler dans le vide. Jung avait une compréhension profonde du silence féminin. Il y voyait non pas une absence, mais une présence différente. Selon lui, le féminin communique autant par ce qu'il tait que par ce qu'il dit. Le silence devient alors un langage en soi, plus puissant que tous les discours. Les forums féminins de 2025 bruissent de cette nouvelle philosophie. Arrêtez d'expliquer. Ceux qui doivent comprendre, comprendront. Les autres ne méritent pas vos mots. Cette économie de la parole reflète une prise de conscience. L'énergie féminine a trop longtemps été dilapidée en explications, justifications, négociations. Le silence devient acte politique. Face à des hommes qui ne savent plus écouter, qui attendent qu'on leur mâche le travail émotionnel, les femmes se taisent. Elles gardent leurs perles pour ceux qui sauront les reconnaître. Cette rétention n'est pas de l'avarice, c'est de la préservation. Les thérapeutes de couple observent un phénomène troublant. De plus en plus de femmes arrivent en consultation déjà silencieuses. Elles ont renoncé à communiquer avec leur partenaire. Quand on leur demande pourquoi, elles répondent « À quoi bon ? Il n'entend que ce qu'il veut entendre. Mon silence est plus honnête que mes mots déformés. » Cette grève de la parole a des racines profondes. Les femmes ont réalisé qu'elles portaient depuis toujours la charge mentale de la communication relationnelle. C'était à elles d'exprimer, de clarifier, de réparer. Cette responsabilité unilatérale les a épuisées. Le silence devient alors une forme de repos, de retour à soi. Jung parlait du logos masculin et de l'éros féminin. Le logos veut des mots, des concepts, des explications. L'éros communique par la présence, l'énergie, le non-dit. Quand les femmes cessent de traduire leur éros en logos pour être comprises, elles retrouvent leur langue originelle. Mais ce silence a un prix. Il creuse un fossé d'incompréhension entre les sexes. Les hommes, désorientés, accusent les femmes de bouder, de faire la gueule, de jouer aux devinettes. Ils ne comprennent pas que ce silence n'est pas contre eux, mais pour elles. Un acte de préservation, non d'agression. Paradoxalement, certaines femmes rapportent que leur silence a plus d'impact que leurs mots n'en ont jamais eu. Quand j'ai arrêté de supplier, il a commencé à s'inquiéter, dit Marie. Mon silence l'a forcé à se confronter à lui-même, chose que mes mots n'avaient jamais réussi à faire. Le silence devient initiation. Seuls ceux qui sont prêts à plonger dans ces profondeurs peuvent espérer retrouver la parole perdue. Les autres restent sur le rivage, contemplant sans comprendre ces femmes devenues sphinges
gardienne d'un mystère qu'elle ne livre plus qu'à ceux qui le méritent. Que se passe-t-il quand une génération entière de femmes dit non? Nous assistons à un phénomène inédit dans l'histoire humaine. Pour la première fois, une génération entière de femmes dit non. Non à la maternité obligatoire, non au couple à tout prix, non au compromis qui les diminue, non au rôle qu'on leur a assigné. Ce non collectif crée une onde de choc dont nous commençons à peine à mesurer l'ampleur. Les chiffres de 2025 donnent le vertige. 45% des femmes, entre 30 et 45 ans, déclarent ne plus vouloir d'enfants. 52% préfèrent rester célibataires. Plutôt que de s'engager dans une relation insatisfaisante, 68% ont renoncé à éduquer un partenaire immature. Ce n'est plus une tendance, c'est une révolution silencieuse. Jung avait prédit ce moment dans ses écrits sur l'évolution de la conscience collective. Il parlait d'un soulèvement de l'archétype féminin qui viendrait bouleverser l'ordre établi. Ce soulèvement ne prendrait pas la forme de barricades, mais d'un retrait massif, d'un refus poli mais ferme de continuer à jouer le jeu. Les politiques. Conséquences sont déjà visibles. Les hommes se retrouvent face à un mur. Leur stratégie de séduction obsolète ne fonctionne plus. Leur capital économique ne suffit plus à compenser leur pauvreté émotionnelle. Leur statut social ne masque plus leur immaturité affective. Ils sont perdus face à ces femmes qui ne veulent plus être conquises mais rencontrées. Les sociologues parlent d'une crise de la masculinité sans précédent. Les hommes découvrent qu'ils ont construit leur identité sur des bases fragiles, la domination, la possession, le contrôle. Quand les femmes refusent ces dynamiques, c'est tout leur édifice identitaire qui s'effondre. Mais ce non des femmes n'est pas qu'un rejet. C'est aussi une invitation à créer autre chose. Elles dessinent en creux les contours d'un nouveau paradigme relationnel, un paradigme basé sur l'égalité réelle, la croissance mutuelle, le respect du sacré en chacun. Un paradigme où aimer ne signifie plus posséder mais libérer. Les mouvements féminins spirituels qui fleurissent partout témoignent de cette mutation. Les femmes s'y retrouvent pour célébrer leur puissance retrouvée, pour honorer leur cycle, pour se reconnecter à leur sagesse ancestrale. Elles créent des espaces où le féminin sacré peut s'exprimer sans être récupéré ou dénaturé. Jung voyait dans le féminin une force de transformation capable de rééquilibrer une civilisation devenue trop yang, trop masculine, trop conquérante. Ce rééquilibrage passe par ce non massif. Non à la prédation, non à l'exploitation, non à la réduction du féminin à ses fonctions reproductrices ou décoratives. Les femmes qui portent ce non ne sont pas des guerrières agressives. Elles sont fatiguées. Fatiguées de porter le monde émotionnel sur leurs épaules. Fatiguées de réparer les hommes brisés. Fatiguées de faire semblant que tout va bien. Leur non est un acte de survie psychique. Certains hommes commencent à entendre ce message. Ils entreprennent leur propre travail intérieur, explorent leur féminin intérieur, questionnent leur conditionnement. Ces pionniers d'une masculinité nouvelle sont encore rares, mais ils existent. Les femmes les regardent avec curiosité, parfois avec espoir, toujours avec prudence. Le futur des relations hétérosexuelles se joue maintenant. Soit les hommes entendent ce non et se transforment, soit nous assisterons à une séparation de plus en plus marquée entre les sexes. Les femmes ont montré qu'elles peuvent vivre heureuses sans hommes. Cette question est, les hommes peuvent-ils évoluer assez vite pour mériter à nouveau leur présence? Et si cette sécheresse était le prélude à une nouvelle forme d'amour? Nous arrivons au terme de cette exploration et une question émerge. Et si tout cela n'était pas une fin mais un commencement? Et si cette sécheresse affective était le désert que nous devons traverser pour atteindre une oasis nouvelle? Les mystiques ont toujours su que la traversée du désert précède les grandes révélations. Les femmes qui ont traversé cette sécheresse en parlent comme d'une initiation. Alix, 46 ans, me confie « Ces années de solitude choisies m'ont transformé. J'ai appris à m'aimer sans miroir masculin. J'ai découvert ma puissance sans avoir besoin qu'on la valide. Maintenant, si l'amour revient, ce sera sur des bases totalement différentes. » Jung parlait du processus d'individuation comme d'une mort et d'une renaissance. Les femmes qui vivent cette sécheresse affective sont en plein processus d'individuation collective. Elles meurent à leurs anciens schémas pour renaître à elles-mêmes. Ce processus est douloureux mais nécessaire. Les signes d'un renouveau sont déjà là. Des couples d'un nouveau type émergent, rares mais lumineux. Des couples où chacun a fait son travail intérieur, où la dépendance a laissé place à l'interdépendance.
où l'amour n'est plus fusion, mais danse. Ces couples pionniers montrent qu'un autre chemin est possible. Les caractéristiques de ce nouvel amour sont radicalement différentes. Il ne cherche plus à combler un vide, mais à partager une plénitude. Il ne promet plus le salut, mais l'évolution. Il n'exige plus la fusion, mais célèbre la différence. C'est un amour adulte, conscient, choisi chaque jour en connaissance de cause. Les femmes qui s'ouvrent à nouveau après la traversée du désert sont transformées. Elles ne cherchent plus l'amour comme on cherche de l'eau dans le désert. Elles sont devenues leur propre source. Si elles choisissent à nouveau d'aimer, c'est par surabondance, non par manque. Cette mutation n'est pas facile pour les hommes. Ils doivent apprendre à aimer des femmes qui n'ont plus besoin d'eux, des femmes qui les choisissent librement, qui peuvent partir à tout moment, qui ne dépendent plus de leur validation. C'est vertigineux, mais c'est aussi une opportunité de grandir. Jung voyait dans l'union du masculin et du féminin individualisé la possibilité d'une conjunctio supérieure, une union alchimique où 1 plus 1 ne font pas 2 mais créent un troisième terme, transcendant. Cette vision mystique de l'amour devient possible quand chacun a fait son travail. Les jeunes générations observent avec attention cette mutation. Elles apprennent de nos erreurs et de nos découvertes. Peut-être sauront-elles créer dès le départ des relations basées sur ces nouveaux paradigmes. Peut-être n'auront-elles pas besoin de traverser notre désert. En attendant, nous, les femmes du désert, continuons notre marche. Certaines resteront nomades, trouvant dans la solitude une liberté qu'aucun amour ne pourrait leur offrir. D'autres s'arrêteront quand elles croiseront un compagnon de route digne de ce nom. Toutes auront contribué à cette mutation nécessaire. La sécheresse affective n'est pas une malédiction. C'est le prix à payer pour une transformation profonde. Nous sommes en train de réinventer l'amour, rien de moins. C'est un travail de titan, mais c'est aussi une aventure magnifique. Nous sommes les pionnières d'un monde nouveau où aimer ne sera plus synonyme de se perdre, mais de se trouver. Si cette réflexion sur la sécheresse affective t'a touché, si tu te reconnais dans ce voyage intérieur, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines explorations du féminin sacré. Et surtout, partage cette vidéo à une amie qui traverse ce désert. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Ensemble, nous réinventons l'amour.